Vous avec l'émission Club de la Presse, bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco Vitok Beitomega est à la mise en onde, Géraud Dakouta assure la mise en ligne, je suis Pascal Losso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpame, Ska FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoula à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos radios partenaires en ligne et aussi nos différentes plateformes digitales, à savoir YouTube, Facebook et autres. Nous sommes bien sûr en direct alors sur ces plateformes digitales. Club de la Presse, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous comprenez sans doute que c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au lundi et Jacques Dakouti est là. Jacques, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Eh bien passé le week-end? Oui, ça va. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer nos compatriotes qui sont actuellement à l'écoute. J'ai l'habitude de saluer ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux actuellement, ceux qui sont également couchés à la maison, alités. Je voudrais vraiment leur souhaiter une prompte guérison. Et ceux qui nous écoutent également au bord de leur taxi, ceux qui sont au bureau, dans les ateliers, partout, qui sont en train de nous écouter, leur souhaiter une bonne semaine. Pascal, ils sont très nombreux à nous écouter. Je voulais lancer un cri de cœur au gouvernement et surtout à nos compatriotes qui sont à l'écoute. Vous savez, Pascal, il est bon de voyager, il est bon également d'aller à l'aventure, mais il est important que nos compatriotes prennent des dispositions. Parce que le phénomène aujourd'hui, j'ai reçu un coup de fil d'un ami depuis le Brésil qui a constaté que beaucoup de nos compatriotes sont souvent bloqués au Brésil. Ils veulent passer par le Brésil pour aller vers les États-Unis. Mais arriver là-bas, c'est des problèmes. Et puis quand vous voyez la plupart des compatriotes qui sont là-bas, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Ils passent une situation difficile. Et souvent, il y en a qui passent par des arnaqueurs. Arrivés au niveau du Brésil, ceux qui les font venir là-bas disparaissent. Et ils sont là, laissés à eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. L'ancien cri de cœur, effectivement, nos compatriotes, de faites très attention. Faites très attention, surtout sur ce réseau-là, qui vous conduit vers le Brésil, qui vous dit que vous allez passer par le Brésil pour allier les États-Unis. Il y en a qui s'en sortent, mais certains, quand ils vont là-bas, et finalement, c'est vraiment difficile. Donc, l'ancien coup de cœur au gouvernement, aux autorités, de souvent voir filtrer les sorties de nos compatriotes, pas les empêcher de sortir, mais il faut voir toujours la destination de nos compatriotes, parce que certains meurent et certains, on ne sait plus ce qu'ils font là-bas. Vraiment, les parents également. Les enfants qui sont avec vous à la maison, lorsque vos enfants disent qu'ils vont voyager, cherchez à voir la destination de vos enfants. Ne les laissez pas sortir comme ça, ils vont aller mourir et vous ne retrouverez plus leurs traces. Vraiment, une fois encore, un coup de cœur ce matin pour nos parents et les autorités de faire très attention à nos enfants qui sortent dans le pays. Merci beaucoup Jacques pour ce coup de cœur. Je pense quand même que le message est passé et il est très important de prendre des mesures, des dispositions. Et ça, c'est une responsabilité partagée. Et il y a le gouvernement, mais il y a aussi les parents, tel que vous l'avez dit, et aussi l'individu qui veut voyager, ou du moins c'est la personne qui veut voyager aussi. Ce n'est pas péjoratif quand je parle de l'individu. Voilà. Il doit prendre aussi un certain nombre alors de dispositions pour arriver à destination dans de bonnes conditions. Alors, je ne sais pas si Uriel Enyang, lui, il prétend voyager déjà ces derniers temps. Uriel, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour aux deux confrères ici présents. Par rapport au voyage, moi je ne vois que l'individu qui se déplace. Tout le reste... Ce ne sont pas des responsabilités à partager sur la tête de tout le monde. Chacun est responsable de ce qu'il pose comme action. Ce ne sont pas des mineurs qui voyagent. Ce dont parle le président Jacques Dakouti ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des bébés qui s'envolent comme ça du Brésil pour rejoindre les États-Unis. Mais là, si ça devient phénomène, là, ça doit interpeller quand même les responsables du pays. Non, je ne dis pas non. Interpeller les responsables du pays pour qu'ils favorisent
la stabilité, pour qu'il crée des conditions qui vont contraindre ceux qui ont l'intention de partir à rester. S'il y a du travail au pays, les gens n'auront pas envie de voyager. Mais même s'il n'y a pas encore du travail, moi je préférerais même que nous le créons nous-mêmes. Toi et moi, nous sommes ici, nous ne sommes pas des employés de l'État. On peut aussi voyager, on peut aussi prendre ces risques, mais nous jugeons, nous estimons que rester ici, dans ces circonstances, paraît mieux pour l'instant que de partir, être coincé quelque part. Les gens meurent en cours de route, ils ne parviennent même pas à destination. Donc, je préfère, j'ai une famille, je préfère me débrouiller avec ma famille que d'avoir cette ambition non professionnelle pour aller souffrir quelque part, mourir. Au moins, qu'on voit les gens pour les enterrer, au moins quand même. C'est pas bien. D'accord. Et celui qui a aussi sa famille et qui préfère rester avec sa famille, c'est le fils de Couvé. Disez bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour à mes aînés. Je crois que le sujet que vous posez là est un sujet très intéressant. Je crois qu'il n'est pas possible d'absoudre la responsabilité de l'État dans cette... il a bien fait de rappeler que si les conditions de vie étaient meilleures au pays et que si des gens pouvaient naturellement trouver des réponses à leurs préoccupations, ils n'auraient pas la tentation de toujours prendre le risque pour aller mourir. Qui veut mourir? C'est vrai que la mort attend tous les êtres humains, mais personne n'aime mourir. Et donc, si des gens prennent autant de risques, c'est parce qu'à un moment donné, ma foi, ils n'ont pas d'alternative au pays localement et ils préfèrent peut-être, ils estiment. Et moi, je discute avec beaucoup de Togolais de la diaspora, même de l'intérieur depuis quelques temps. Tout le rêve de beaucoup de jeunes Togolais, c'est de partir. C'est de partir, et quand on arrive dans un pays où tous les jeunes rêvent de partir, ça veut dire fondamentalement qu'il y a certainement un souci quelque part. Je ne sais pas, mais moi je dis ça doit relever forcément de la responsabilité de l'État. Pas que l'État est responsable de ce que des gens partent, mais qu'est-ce que l'État n'a pas pu faire et qui oblige des gens finalement à penser que sortir du pays serait une meilleure solution. Je crois que c'est là qu'il faut poser la question pour dire qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse, quelles sont les conditions qu'on crée pour retenir la jeunesse, pour dire que rester au pays, vous avez telle option, telle opportunité, ça vous permet de nourrir votre famille. Vous avez des gens qui ont de la famille, il y a plein de gens qui ont de la famille ici, mais qui partent également. Ils partent également pour dire que on part, c'est pour peut-être aller chercher de meilleures conditions, solutions, pour soit revenir, reprendre toute la famille, ou de là-bas subvenir aux besoins de toute la famille. Et donc je pense que la question, ça se pose au niveau individuel certainement, parce que c'est l'individu qui fait le choix de partir, mais au niveau responsabilité, la plus grande responsabilité, c'est que fait l'État aujourd'hui pour retenir sa jeunesse, qui est, à ma foi, les bras valides, ou le bras valide qui pourra construire le pays que nous voulons de demain. Donc si on laisse notre bras valide partir pour construire le pays des autres, quand est-ce que nous allons construire notre pays? Et c'est aussi ça la question, quand est-ce que nous allons construire notre pays? Et Eli Goka, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Canal FM. Nous sommes en train d'évoquer un sujet très important, un sujet surtout sur l'immigration, l'immigration clandestine surtout, où il y a des jeunes alors qui partent mais sans avoir préparé même d'ailleurs la destination, et finalement c'est des gens qui sont décédés souvent alors dans la mer, et ça justement on dirait que ça n'apporte pas quand même du bien au pays, puisque quand on veut toujours partir, c'est des bras valides tels que l'a dit tout de suite, il disait, c'est des bras valides qui quittent le pays. Oui, c'est une triste réalité que vivent presque tous les pays africains, surtout de l'Afrique subsaharienne. Et c'est triste, c'est vraiment triste de voir de la jeunesse qui constitue la relève de demain, cette jeunesse qui reste donc l'espoir des nations africaines, se retrouver dans la mer, mourir dans la mer, parce que ces jeunes cherchent les meilleures conditions de vie et de travail dans d'autres pays, notamment en Occident. Et cela pose essentiellement la problématique de
la question du développement de l'Afrique, essentiellement. 60 ans après nos indépendances, qu'est-ce que nous avons pu faire concrètement pour le développement de nos pays? Et c'est pour cela que même de grands diplômés, des docteurs en médecine, des docteurs en droit, quittent le pays pour aller servir à l'étranger. On parle de la fuite du cerveau. De la fuite du cerveau, c'est de ça que je voudrais parler. Et même ceux qui aujourd'hui sont très diplômés, ont de grands diplômes, des amis à moi, chacun de nous en a d'ailleurs, qui sont allés en Europe à partir d'une bourse d'études ou qui sont partis pour étudier, mais ils préfèrent travailler dans des restos à faire de la vaisselle plutôt que de revenir dans leur pays de départ pour travailler, apporter leur contribution. Et là, c'est parce que c'est mieux rémunéré. C'est ça. Edem Kodjo disait, mais qu'est-ce que vous voulez? Edem Kodjo disait en 94, qu'est-ce que vous voulez? Un médecin togolais qui est en France, qui est peut-être, qui gagne peut-être 1 million de francs CFA, il est ici au Togo, on lui donne peut-être 300 000, 400 000 ou 500 000 francs par mois, je ne sais pas combien il gagne aujourd'hui, mais il préférerait toujours rester là, et rester donc à l'étranger. Et il est très important qu'on puisse redéfinir les politiques de développement, surtout en mettant au centre de ce développement la jeunesse. D'accord. Udel? Alors, vous voyez que c'est que Elie évoque tout à l'heure, on sort un peu de l'immigration clandestine parce que au niveau de la fuite des cerveaux, là, ça semble être ordonné. Mais ce qui n'est pas du tout normal, ça c'est de l'irresponsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous savez, c'est de l'investissement de l'État. Lorsqu'on envoie des étudiants à l'étranger, étudier, obtenir les diplômes, continuer ou ne pas continuer, ils ont obtenu, c'est pourquoi ils ont été envoyés au Maroc, en Tunisie, en Suisse, en France, partout. Ils finissent, ils restent en réalité, ils revenaient à l'État à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de coder, de créer un cadre qui contraint ces étudiants-là à revenir. Parce que c'est sur le budget de l'État qu'ils sont allés fréquenter. Ils ont fréquenté pour revenir servir le pays. Une chose est que le salaire au Togo ne serait pas le salaire en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, partout. Mais l'objectif n'était pas de les envoyer pour qu'ils aillent servir là-bas. En réalité, c'est un problème. C'est un autre sujet quand même qu'on doit évoquer à tout moment. Quelles sont les dispositions prises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour qu'à la fin de leurs études, ils reviennent ici pour servir? C'est les impôts que tu paies, c'est ce que je paie, c'est ce que nous payons, qui contribuent à la scolarisation, à la scolarité plutôt, de ces étudiants-là. Mais quand ils finissent et ils optent, c'est comme, des gens, quelqu'un qui a le visa Schengen, il va pour une mission, il refuse de revenir au Togo parce qu'il a trouvé mieux là-bas. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas normal? Il faut que les autorités prennent leurs dispositions sur cet aspect évoqué par Elie. Il faut que les autorités prennent leurs dispositions pour que l'argent que nous cotisons pour les étudiants qui n'aillent pas étudier, rester là-bas, servir les autres. D'accord. Jacques, c'est vrai que c'est une situation délicate, puisque quand on veut construire vraiment le pays, c'est avec même d'ailleurs ses compétences, ces différentes compétences, et ces gens-là même d'ailleurs qui sont partis à l'extérieur et qui ont étudié doivent normalement revenir alors au pays pour servir le pays. Mais là aussi, c'est de savoir dans quelles conditions et à quel salaire. Je voulais rebondir sur le sujet de ce que le confrère disait tout à l'heure. Je voulais parler de Didier et revenir sur ce qu'Uriel a dit. Profiter de l'occasion pour saluer un compatriote qui est au Canada actuellement, qui est en train de nous écouter, Djanli. Et dire ceci. Vous savez, Pascal, le phénomène aujourd'hui dans notre pays, c'est que vous pouvez être ici, avoir votre doctorat. Vous comprenez? Oui. Avoir votre maîtrise, mais souvent le problème qui se pose, c'est que les parents qui saignent pour envoyer leurs enfants à l'étranger, quand vous écoutez les parents parler, qu'est-ce que les parents disent? Les parents disent que lorsque tu as ton doctorat ici, tu as ta maîtrise,
par rapport à un enfant qui est allé peut-être en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada étudier avec une licence. Lorsque cet enfant-là revient, cet enfant-là surclasse celui qui a fait son doctorat et sa maîtrise ici. Parce que souvent on dit non, bon, l'enfant a fait l'Europe, il a fait les États-Unis. Donc, ça veut dire que nos diplômes sont sous-estimés là. Non, c'est-à-dire que le fait d'aller... Oui, bien sûr, c'est ça. C'est ça, au fait. C'est ça le problème. Aujourd'hui, pourquoi les gens partent? C'est ça le problème. Pourquoi les parents se saignent aujourd'hui pour envoyer leurs enfants en Europe et autres? Parce que ceux qui sont ici, vous allez voir que la plupart ont le même niveau. Mais lorsqu'on dit que ton enfant est revenu de l'Europe, mais attention, tu suis il employé. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Il faudrait que l'État, c'est là que je suis d'accord avec Didier, quelles sont les conditions que nous créons pour aider effectivement cette jeunesse qui est ici. Vous voyez aujourd'hui des enfants, déjà à 21 ans, l'enfant a déjà sa licence. Quand vous prenez Vincent, quand il a déjà sa maîtrise, ben, qu'est-ce que nous faisons de ces enfants? C'est ça le problème. Si on dit aujourd'hui que les gens partent, les gens vont étudier, ne reviennent plus, regardez le secteur de la santé. Pourquoi ce secteur a des problèmes aujourd'hui? Comme Elie le disait tout à l'heure. Mais c'est parce que quand ils vont là-bas, ils sont mieux payés par rapport ici. Aujourd'hui, j'entends un peu les gens accuser certains médecins qui sont au CHU, ils vont encore travailler dans d'autres cliniques, ils ne s'occupent pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? De toi à moi. Quelqu'un qui prend par exemple 7 ans pour étudier et qui gagne par exemple 300 000, 250 000, qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse? C'est ça. Donc créons les conditions. Si nous créons vraiment les conditions, vous allez voir que qui va vouloir abandonner son pays, aller souffrir ailleurs, comme ce qu'Elie disait, que les gens vont dans les restaurants et autres. Mais docteur en plus. Hein. Voilà. Quand vous posez des questions, moi j'ai vu un à l'étranger, mais quand je le voyais ici au pays, j'avais peur de cette personne. Mais quand je l'ai vu dans un restaurant là-bas, il dit, mais j'ai eu la chair de poule. Mais il m'a dit, non, mais que M. Diakouti, je suis mieux ici que de l'autre côté. Il dit, mais c'est grave. Toutes ces études que pendant tout ce temps, ce que tu faisais ici, tu as laissé, tu es parti. Mais les gens se disent qu'ils se plaisent. Moi, je crois qu'il faudrait effectivement une politique de développement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette jeunesse, pour les recadrer, pour les caser ici, et pour que cette jeunesse ne parte pas. Et quand vous écoutez certains parler, j'ai vu un dans un pays qui m'a dit non, qu'il préfère venir rester avec les djihadistes ici que de rester ici et au Togo de ne rien faire. Il dit, mais c'est grave. Si les gens ont déjà cette mentalité, cette idée, Pascal, je lui dis que c'est grave. Quelqu'un qui vous dit, un pays qui n'est pas stable, un pays qui est attaqué tout le temps, il vous dit que lui, il est mieux là-bas qu'un pays qui est en paix, mais il y a des questions à se poser. Moi, je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'à tous les niveaux, que l'État puisse revoir effectivement cette politique de développement, surtout la création des emplois par rapport à cette jeunesse. C'est très important. Alors, c'est vrai que c'est un sujet passionnant. Hein. Le sujet, c'est vrai, nous l'avons pris sur le coup et j'ai vu quand même la réaction des uns et des autres. Alors, sur le sujet, ça veut dire que ça me tient à cœur. C'est un sujet très passionnant. Mais nous abordons un autre sujet. C'est ce sujet qu'évoque alors ce matin le journal Le Correcteur à sa une. Le journal parle, le journal parle alors de raquettes des corps habillés sur nos routes et le journal écrit que raquettes des corps habillés sur nos routes, une plaie béante aux conséquences désastreuses. Alors, finalement, ça veut dire tout simplement que, et c'est vrai que le journal a évoqué même cette sortie alors du directeur général alors de la division de la sécurité routière DSR, tout récemment sur une radio locale, bien sûr, et c'est le commissaire Soudi qui parlait de cette plaie béante alors aux conséquences alors désastreuses en parlant même d'ailleurs de raquettes. Oui, c'est une réalité. Vous vous souvenez de cette sortie célèbre du général Yark à l'époque. S'il a l'écouté, s'il nous écoute, bonjour au passage, il avait dit que les policiers qui font les raquettes, c'est généralement des gens qui collectent 200 francs chez les usagers pour aller manger des brochettes. Vous vous souvenez de cette phrase-là? Et c'est une réalité de ce que les raquettes des policiers sur les routes constituent aujourd'hui une plaie béante. La dernière fois, un confrère, un auxiliaire des médias, donc un technicien d'une radio qui me posait la question, mais est-ce que ça arrive souvent de ce que
les officiers sur la route demandent jusqu'à clé de roue et tout ça. S'ils l'ont contrôlé, sur le permis, il est à jour, sur visite technique et tout ça, sur tous les papiers que les policiers devraient demander. Il est à jour, on lui a demandé les extincteurs, la boîte à pharmacie, il avait montré tout ça, il avait montré même cric, et on lui demandait, mais où est la clé de roue? Et vous voyez, au final, il avait montré, mais on lui a dit, mais mon ami, fais quelque chose. Donc c'est justement qu'il y a des policiers et des agents de sécurité qui sont sur la voie, qui sortent sur la voie, sur l'ordre de personne, mais juste un peu pour collecter de l'argent, peut-être pour aller faire face à un besoin, je ne sais pas, mais ils sortent d'eux-mêmes, sans ordre, sans recommandation de camp supérieur, ils coupent la voie quelque part et ils prennent de l'argent, ils collectent de l'argent sur des gens. Et donc, ceux sur qui ils ont de l'avantage, c'est généralement les usagers qui ne sont pas en règle. Ceux qui ne sont pas en règle, ceux qui ne sont pas à jour, ils sont obligés, en voyant le policier, en voyant l'agent de sécurité, ils ne sont pas en règle, ils paniquent, ils sont obligés généralement de donner de l'argent ici et là. Et c'est devenu un problème réel. Mais généralement, lorsqu'on constate cela, c'est lorsque des gens sont à jour et ils trouvent quand même quelques prétextes pour faire quand même payer les agents, les usagers. Ou au final, on te dit, mon ami, nous sommes sur la voie, vous êtes les autorités, il faut nous faire le café. Comme si c'était vous qui les avez positionnés là-bas. Donc, c'est un réel problème aujourd'hui. C'est déjà intéressant de ce que le responsable de la division de la sécurité routière reconnaisse cette réalité. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on fait ensemble pour minimiser. C'est vrai qu'il y a la responsabilité des deux côtés, il y a la responsabilité des usagers qui ne sont pas en règle et la responsabilité des agents de sécurité également qui sont sur la voie et qui collectent de l'argent comme ça, qui ne versent nulle part, qu'ils versent sinon dans leur poche. Et donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour que cette plaie-là qui gangrène la circulation, et des fois même ils obstruent la voie comme ça, ils créent des bouchons sur certaines voies comme ça, surtout généralement à la sortie de Lomé, quand vous sortez un peu de Lomé, dans les environs, sur les voies qui mènent vers les localités qui sont très proches de Lomé, ils créent généralement des bouchons, vous demandez mais qu'est-ce qui se passe? C'est les agents qui sont là-bas et qui sont en train de contrôler, généralement c'est, des fois même ils donnent même des reçus pas corrects, pas vrais, aux gens, de faux reçus aux gens. Mais des fois, ce n'est pas des reçus, mais c'est des numéros. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que on sort quelque chose là comme ça, comme si on te faisait des reçus. Des gens payent 5 000, des gens... Bon, voilà, ceux qui paniquent payent généralement plus gros que ceux qui sont un peu plus futés. Et généralement, c'est un réel problème aujourd'hui. Et je pense que déjà que jusqu'au sein de la police même, on reconnaît et qu'on l'évoque. Maintenant, il faut qu'on trouve ensemble un mécanisme pour minimiser cette situation. D'accord. Alors, Uriel, c'est vrai que c'est un réel problème, mais toujours est-il que l'usager ou les usagers à l'heure de la route participent aussi en quelque sorte à ce que ce problème devienne de plus en plus criard. D'abord, par rapport au développement des Didier, nous, usagers de la route ou tout simplement propriétaires d'engins, faisons un effort pour être en règle. Faisons un effort pour être en règle. Nous savons très bien qu'un policier se retrouve sur la route ou bien la DSR se retrouve sur la route. On sait les documents qui nous réclament. Nous les connaissons. Faisons d'abord un effort pour être en règle. Ensuite, je ne crois pas qu'on puisse avoir un policier sur la route sans qu'il ne soit envoyé par sa hiérarchie. Ça, ce n'est pas possible. Connaissant l'organisation policière, ça, ce n'est pas possible. Il peut être envoyé avec d'autres intentions possibles. Mais un policier sortir sur la route de lui-même, là, vraiment, c'est qu'il cherche le même jour à être radié. Ça, c'est clair. Il peut être envoyé par sa hiérarchie. Sa hiérarchie peut donner des consignes. Je t'envoie. Bon, ramène-moi ceci. Ça, c'est possible. Mais aller sur le terrain de soi, c'est ce qui n'est pas possible. Je reviens pour dire, j'insiste là-dessus, soyons en règle et lorsqu'on nous contraint à donner quelque chose, nous sommes libres de refuser. On est libre. Moi, je connais, quand vous exploitez la nationale, surtout en temps de pluie, vous-même, vous arrivez quelque part où vous retrouvez les forces de l'ordre de sécurité, vous avez pitié d'eux. Les bouchons, comment on les appelle, les checkpoints, vous les retrouvez
pour notre sécurité, vous avez vraiment pitié de sous la pluie. Ils ne vous demandent rien. Des fois, même tu vas voir quelqu'un. Moi, j'étais avec un de nos patrons dans sa voiture, un de nos patrons journalistes. Vraiment, quand on les a vus, je dis, mais franchement, ces métiers-là, c'est pas facile. C'est lui-même qui a sorti de soi 2000 francs pour leur donner. Sans qu'ils ne demandent. Donc, faisons un effort pour être en règle. Et lorsque ceux qui raquettent insistent sur leurs actions, vous leur dites non, en réalité, il est interdit ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est des fonctionnaires de l'État. C'est des fonctionnaires de l'État. Ils sont payés pour leur travail. D'accord. Mais Uriel, attends, peut-être un mot sur ce que Uriel vient de dire. Oui, Uriel, c'est peut-être ceux que tu as rencontrés. Tu dis qu'aucun policier ne peut sortir de soi. De soi. Oui. Tu penses que l'hiérarchie, en envoyant la police, en sortant la police, l'agent va envoyer un seul agent qui coupe la voie quelque part, qui se met en difficulté, qui se met en insécurité? Je ne crois pas que les responsables de la police peuvent s'amuser en envoyant un seul policier couper la voie quelque part. C'est le mettre en difficulté. Et donc, généralement, quand vous voyez, quand vous reconnaissez que les agents sortent, ils sont généralement plus nombreux. 4, 2 au minimum, 4 en allant. Mais quand vous voyez un agent qui se met sous un arbre quelque part et qui est en train de guetter le feu et qui attend de voir qui va passer et il sort lui seul là-bas, si les gens l'encerclent et ils lui font quelque chose, il se met généralement en sécurité. Toujours dans le risque. Et c'est des gens, tu reconnais que, et puis les moments choisis, tu reconnais que généralement nos amis là, bon voilà quoi, ils sont en pause ou quelque chose comme ça, ils sortent. Et puis peut-être ce que je dis, c'est peut-être une information pour les responsables de la police, ils peuvent prendre note. S'ils envoient généralement un seul agent de police sur la voie, là je pense que c'est eux qui sont en tort parce qu'ils mettent l'agent en insécurité. D'accord. Jacques, c'est vrai que le commissaire Kossi Sodi a pris conscience même d'ailleurs de la chose et en a évoqué dans une émission, mais au-delà de tout, il faut prendre aussi les mesures nécessaires pour arrêter ce phénomène. Non, vous savez, Pascal, je ne suis pas ici pour peut-être cautionner ce qui se passe avec nos policiers, parlant des raquettes. Mais une chose aussi est de voir. Vous savez, depuis des années, ces policiers réclament toujours leur statut. Vous savez que, entre-temps, le ministre de la Sécurité qui est parti, je sais que leur statut avait beaucoup évolué. Mais il restait seulement que le Conseil des ministres puisse adopter et que l'Assemblée nationale puisse entériner. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui se passe. Ça, il faut le reconnaître. C'est vrai, quand on parle de raquettes, ce n'est pas vraiment une très bonne chose, mais il faudrait également qu'on mette effectivement les policiers dans de bonnes conditions de travail. C'est vrai que depuis un certain temps, quand vous prenez quand même, vous allez voir quand même... Vous pensez qu'ils sont mal payés? Non, je ne dis pas qu'ils sont mal payés, mais pour le moment, ce que nous sommes en train de voir dans ce corps, c'est vrai qu'il y a une évolution. Quand vous voyez même les grades, maintenant au niveau de la police, on sait que les grades quand même ont aujourd'hui évolué par rapport à ce que nous assistions dans le temps. Donc, Uriel disait tout à l'heure qu'il faudrait que nous, compatriotes aussi, que nous sommes, les usagers de la route, nous soyons également en règle. C'est vrai, quand vous prenez certains, par exemple, taximans, on vous dit, un véhicule, par exemple, de 5 places, vous mettez souvent 10, 11 dans un véhicule de 5 places. Et lorsque, par exemple, le policier avance pour vous parler, vous êtes également le premier à vouloir faire quelque chose pour passer. Ça, ce n'est pas également une bonne chose. Vous voyez? Donc, la responsabilité d'abord nous incombe. Si, par exemple, vous êtes en règle et qu'un policier vous dit de faire encore quelque chose, mais vous êtes en droit de dire non. Et puis, je voulais inviter les compatriotes. Vous savez, quand vous voyez les policiers là s'habiller, par exemple, souvent, ils ont un numéro. Certains ont également leur nom. Vous pouvez relever ça. Si quelqu'un vous crée ce genre de problème, relevez cela et appelez la hiérarchie qui pourra effectivement voir ce qu'il faut faire. Mais il y a le 10-14 qui est là aujourd'hui, un numéro vert. On peut le faire. Donc, je crois que les raquettes, ce n'est pas une bonne chose, mais autre chose également, que nous soyons également en règle. Des fois, certains également sont en règle. Vous vous rappelez de cet humoriste ivoirien, je voulais parler de Gou, qui disait qu'on lui a tout demandé, il a tout donné. Finalement, les policiers ont réclamé son certificat de décès. Donc, c'est pour vous dire quelque part que c'est vrai. Ils demandent, vous donnez ceci, vous donnez ceci. Après, ils sont là, tout juste, ils veulent avoir quelque chose. Donc, quand vous voyez ça... Et on demande ce que vous ne pouvez pas avoir. Oui, mais si c'est ça, Pascal, ne vous prêtez pas à ce jeu.
Si on vous demande par exemple votre assurance, la visite technique, que vous êtes en règle, il y a la visite technique, l'assurance et le permis. C'est ce que souvent on demande. Si vous êtes en règle, la TVM vient s'ajouter. Et puis des fois, on vous demande également la boîte à pharmacie. Bon, si vous avez ça et que un policier insiste toujours pour que vous donniez encore une autre pièce, jusqu'à aller demander peut-être la roue de secours, non, quand même, ça, c'est pas son domaine. Moi, je crois que quelque part, nous-mêmes, usagers que nous sommes, éduquons-nous. Et les policiers, je crois que avec leur statut, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, je ne pense pas qu'un policier soit là pour pouvoir enquêter. Mais ce que Didier disait tout à l'heure par rapport au feu rouge, il faudrait que les responsables hiérarchiques puissent parler aux policiers. C'est-à-dire que dès que, par exemple, le feu rouge s'allume ou bien vous êtes vers le jaune, vous voyez, ils sortent de quelque part. Moi, j'ai souvent peur d'eux. Il peut y avoir un chauffard un jour quelque part comme ça qui peut les ramasser. Il faut faire attention. Le feu jaune s'allume, vous voyez un policier qui sort quelque part, qui vient s'arrêter devant. Quelqu'un par chose, vous savez, c'est un véhicule. Il peut pouvoir prendre comment on appelle le frein maintenant, le frein va refuser. Il risque de le ramasser. Donc, éduquons-nous les uns les autres, usagers que nous sommes et policiers également. Ok, Elie, c'est vrai que j'ai lu l'article du confrère Le Correcteur et déjà ce que le Correcteur propose, c'est que le chef de l'État tape du poing sur la table et prenne aussi des dispositions nécessaires aujourd'hui, comme cela a été peut-être alors au Bénin, tout près de nous, où Patrice Talon a pris des décisions, surtout pour des sanctions sévères à l'endroit même d'ailleurs de ces corps habillés indélicats. C'est bien vrai que quand une situation persiste, on pourrait vraiment demander à ce que le chef de l'État soit interpellé. Mais toutefois, il faut interpeller le chef de l'État. Je pense que déjà... ouais. Déjà, quand le commissaire principal, Kossi Arlon Kossodji, est sorti faire donc ses émissions de sensibilisation, je pense que c'est un pas énorme. Parce que déjà, je pense que c'est à partir de numéro 10-14 qu'ils ont pu constater que réellement le problème persiste. Et donc, en mettant ce dispositif en place, ça leur a permis de mesurer aujourd'hui la situation des raquettes sur nos routes et de prendre les dispositions nécessaires. Les premières dispositions à prendre, c'est qu'on continue, que les citoyens continuent de dénoncer à travers donc ce numéro 10-14. Autre chose, il faut comprendre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les confrères l'ont évoqué, c'est de la responsabilité partagée. J'ai été scandalisé de voir sur les réseaux sociaux, après la sortie du commissaire principal, des citoyens écrire que on préférerait donner 1000 francs aux policiers, à l'agent, plutôt que de se retrouver à la direction, à la BM, c'est ça. Et donc, il y a une forte participation, contribution négative des usagers de la route à cette pratique. Et donc, il faut, à prime abord, sensibiliser également les policiers, les agents par rapport à leur éthique et déontologie, mais il faut mettre l'accent sur les citoyens. C'est très important. Que les citoyens réclament leurs droits. Que les citoyens disent que non, je ne peux pas vous payer 1000 francs ou 300 parce que je suis en règle. Et cela vaut également pour les citoyens de se mettre en règle. Donc, du moment où vous êtes en règle, vous avez tout le droit de dire à monsieur l'agent, mais vous ne pouvez pas me prendre de l'argent parce que je suis en règle. Donc, l'effort, la première chose dont il faut s'assurer pour pouvoir éviter ces raquettes, c'est d'être en règle. Et tout à l'heure, Uriel l'a dit. Faisons l'effort d'être en règle. Uriel ? Moi, il faut finalement saluer ces petits efforts déjà fournis pour réduire considérablement le phénomène. Maintenant, si ce ministère s'acharne et se bat, lutte chaque jour pour réduire le phénomène, il faudrait aussi que les autres ministères qui sont concernés par le phénomène du raquettage, tel que le ministère de la Santé, ayons le courage de le dire, que ce ministère-là aussi rentre dans la danse et mette un numéro vert à notre disposition pour qu'au cas où ça ne va pas avec un patient dans les centres de santé, qu'on puisse aussi appeler les personnes concernées pour leur dire, mais vraiment, je risque même de perdre mon patient parce qu'on est en train de me faire... Là même, c'est plus délicat que ce que les policiers font.
c'est plus délicat parce que non seulement on te raquette, mais tu ne vois pas la célérité qui devrait s'exprimer pour soigner le patient qui attend, qui est en train de souffrir. Donc, là, moi, je dirais aussi qu'il faut copier ce qui est bon. Si c'est bon au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qu'au ministère de la Santé, qu'on puisse copier l'exemple et mettre un numéro vert à la disposition de la population. D'accord. Et puis l'autre aspect, Pascal, il faudrait que... C'est-à-dire que nous ne considérons pas les corps habillés comme des ennemis. Vous comprenez? Il faudrait qu'il y ait une symbiose entre nous. C'est-à-dire que quand on voit par exemple un corps habillé, tout de suite on caricature le corps habillé comme si c'est un ennemi. Vous comprenez? J'ai assisté à un phénomène tout récemment. Vous voyez au niveau du ministère du Commerce. Je crois que c'est quelle fontaine il y a au niveau du ministère du Commerce, entre le ministère du Commerce et le ministère des Affaires étrangères. Il y a un rond-point là-bas. C'était la place de la Démartyre. Voilà. Vous savez, lors de la célébration je crois que c'était la fête des pères, j'ai vu une jeune sœur qui a pris un bouquet de fleurs pour aller offrir à un policier qui était là, qui était en train de réguler la circulation. La circulation. À un moment donné, il y a quelqu'un qui était derrière qui est en train de crier. Il dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Lui là, les policiers là, ils sont méchants, ne fais pas. J'étais là, je regardais. À un moment donné, la sœur allait remettre c'était une petite fleur au policier qui était là. Et elle a dit au policier, non, c'est tout juste pour lui souhaiter une bonne fête des pères. Et vous voyez la façon dont le policier a embrassé la sœur, c'était joli à voir. C'était notre cœur, notre amour. Voilà, donc c'est pour vous dire que, comme citoyens que nous sommes, les policiers là, souvent c'est nos frères. On n'a pas du tout à être là, à avoir peur d'un corps habillé, parce qu'on a connu des moments difficiles avec eux. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse avoir cette symbiose-là entre nous. D'accord. Oui, nous allons finir sur le sujet toujours. Je pense au-delà des agents dont nous parlons de la police, il y a un autre corps de la police qui est un peu atypique et difficile à maîtriser également, qui fait dans ce genre de situation, c'est les FIP là, qui sortent quand le chef de l'État doit passer des fois. Ils ont leur état-major. On ne sait pas qui les maîtrise et quel code eux ils appliquent quand ils sortent. Et c'est très compliqué avec eux des fois, difficile même de, voilà, vous êtes en règle ou pas, eux c'est leurs règles qui s'appliquent. Je pense que... Vous n'avez même pas fait de négociation. Oui, vous pouvez, non, il n'y a rien à faire. C'est quel corps? C'est les FIP là, c'est la FIP qui sort, les agents qui sortent des fois quand le... Oui, qui travaillent généralement de concert avec la présidence, quand le chef de l'État doit passer, c'est eux qui dégagent les voix et tout ça. Eux, c'est très compliqué avec eux, on ne sait pas qui les gère, si c'est la présidence ou c'est toujours la police. Il faut vraiment qu'on mette à leur disposition, eux également, le code de la route pour que, même si le chef de l'État doit passer, il y a quand même le code de la route qui doit s'appliquer quelque part avant que le chef de l'État ne passe ou après que le chef de l'État soit passé. Et il y a même des jours où le chef de l'État ne passe pas, mais vous les voyez quand même, et ils font leurs lois et leurs règles sur la voie. Il faut quand même également qu'on parle à ces agents-là et qu'on les sensibilise également sur le sujet. Le mieux, c'est qu'on aille à l'information, qu'on aille auprès d'eux pour s'informer suffisamment, nous rassurer de leurs principes de fonctionnement. Et après, on pourra en parler parce que des fois, nous parlons comme ça. Quand il s'agit de la sécurité du président de la République dans tous les pays, ça ne se blague pas. Ailleurs même, c'est 1000 fois plus dur que chez nous. Bon, autre chose, d'accord. Mais quand il s'agit de la sécurité du président, mais les dispositions prises, c'est très sérieux. Ah, d'accord. Alors, nous allons aborder un autre sujet. Et nous savons que Agbeyomi Kodjo s'en est allé. Et déjà le samedi dernier, il a été inhumé dans son Tokli natal. Et le journal, le correcteur a également titré alors sur le sujet avec cet hommage rendu, cet hommage que la fille de Agbeyomi Kodjo, Joël Kekeli Kodjo, a rendu alors à son défunt père Agbeyomi Kodjo. Et dans cet hommage, je lis ceci, je lis tout simplement que Agbeyomi c'était courage dans l'adversité, Agbeyomi c'était l'authenticité, Agbeyomi c'était l'ouverture et curiosité, Agbeyomi c'était simplicité, Agbeyomi c'était accessibilité,
Agbeyome, c'était travail, rigueur, discipline et pugnacité. Agbeyome, c'était humilité et dignité. Agbeyome, c'était priorité et disponibilité. Agbeyome, c'était appartenance, espoir et loyauté. Agbeyome, c'était croire, aimer et respecter. Agbeyome, c'était créativité, espoir et prospérité. Agbeyome, c'était respect et fraternité. Agbeyome, c'était convivialité et générosité. Agbeyome, enfin, c'est l'amour, force, confiance et postérité. Disais, ces valeurs-là, l'homme l'a cultivé avant de partir. Oui, pour ceux qui connaissent Gabriel Mensah Agbeyome Kodjo, pour ceux qui l'ont côtoyé une fois dans leur vie, pour ceux qui connaissent le monsieur de près, parce que de loin, on peut avoir des perceptions sur la personne, ils peuvent forcément retrouver un ou deux ou trois mots dans tout ce qui vient d'être dit. Il faut peut-être résumer tout ça. On peut dire que M. Agbeyome Kodjo était un humain. Était un humain qui comprenait l'autre, qui avait le sens de l'humanité, en fait. Tous ces mots peuvent être résumés en ce mot-là. Je pense qu'il a vécu sa vie, il a fait son parcours qu'il a eu à faire, que tout le monde connaît, on ne va pas revenir dessus. Il a eu ses hauts, il a eu ses bas, il a eu ses défauts, il a eu ses qualités. Et simplement, il a eu sa vie. Et sa vie qu'il a eu à mener a marqué l'histoire politique du Togo, telle qu'il a eu à le marquer. Il a été directeur de société d'État déjà. Il a été ministre par deux fois. Il a été directeur de port. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a fini premier ministre. Il a tenté d'être chef d'État. Il n'a pas pu l'être. La vie et la nature en ont décidé autrement. Et c'est ce qu'il faut retenir du monsieur. Après, le parcours d'un être humain sur la terre, c'est fait de haut, de bas, en dents de scie. Il y a des gens qui vont apprécier, il y a d'autres qui ne vont pas apprécier. Il y a des gens qui vont saluer, il y a d'autres qui vont critiquer. Mais l'homme a vécu sa vie, il a fait ce qu'il a eu à faire. Ça va être rare dans l'histoire politique du Togo de retrouver un monsieur de la trempe de monsieur Agbeyome Kodjo. Il est maintenant parti, sa famille lui a rendu hommage. J'ai vu beaucoup de personnes lui ont rendu hommage. La veille déjà, le vendredi dernier, on a eu même des témoignages des gens qui ne sont même pas des Togolais, qui ont reconnu cette qualité, les qualités du monsieur, également ses défauts. Et c'est quelqu'un, on l'a décrit comme un monsieur têtu qui croit toujours. S'il conçoit quelque chose, c'est difficile de le raisonner et de le faire départir. Je pense que ça explique d'ailleurs sa fin de vie. Il croyait en quelque chose jusqu'aux dernières minutes de sa vie, et il a tenu ferme. Il aurait pu, s'il avait été un autre, être dans les compromissions, négocier les choses autrement ou agir autrement pour que les choses tournent autrement. Mais il avait cru en quelque chose. Il a dit, on a parlé de conviction. Il avait ses convictions à lui et il était resté dessus. Et il est mort sur ses convictions avec ses valeurs à lui. C'est tout ce qu'on peut retenir de ce monsieur. Maintenant qu'il est enterré, ça tourne, c'est la fin d'un long chapitre de l'histoire politique du Togo, et surtout depuis 2020, notamment tout ce qu'on a eu à vivre. Paix à son âme, et que si c'est encore possible que la terre lui soit légère. Et de l'autre côté, qu'il aille régler le reste avec le Créateur. D'accord. Jacques, c'est un homme quand même qui a marqué le Togo sur le plan politique. Bien sûr. Vous savez, Pascal, nous on a eu la chance de connaître la plupart des hommes politiques de Yoto dans les années 79, 80, 81, 82, 83, 84. C'est-à-dire parlant d'Agbeyome Kodjo, Agboyubo, Ninevi et Francis Ekon et autres. On a eu l'occasion de les connaître parce qu'on a fait là-bas pendant toutes ces années. Agbeyome, ce que je retiens de lui, c'est que c'est un monsieur relationnel qui garde toujours les relations. Vous voyez, depuis ces années qu'on avait passées à Tabligo, on a fait Couvé, on a fait Godomé et tout ça. Depuis ce temps, il n'a pas toujours, quand il te voit, il te reconnaît. Il sait que bon, vous avez fait là-bas et autres. C'était, comme je l'ai dit, c'était un gars vraiment
relationnel, la trempe de Agboibo et autres. Donc c'est pour vous dire que c'est un monsieur qui a fait quand même son temps, qui a fait également son mieux. Et il faut reconnaître que il est le premier Togolais, si je peux me tromper, qui a eu vraiment un parcours élogieux. C'est-à-dire que voilà, jeune sorti, qui a occupé presque tous les postes, ministre, les grands postes, quoi, ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, directeur de société, et bon, tout ce qui le restait comme pour gagner son palmarès, c'était, comme Didier le disait tout à l'heure, c'est qu'il lorgnait seulement le fauteuil présidentiel. C'est ce qu'il n'a pas eu sur cette terre. Donc, je crois que c'est un monsieur quand même qui a eu vraiment cette grâce sur cette terre, d'avoir vraiment les bénédictions et d'être aimé toujours par le feu général Yadema. Il faut reconnaître que si Agboibo a atteint ce parasum, c'est que il avait quand même un soutien. Et Yadema l'avait vraiment aimé, Yadema l'avait vraiment soutenu. Donc, je crois que sur le parcours de chaque être humain, c'est pourquoi il faut que nous puissions toujours avoir des mentors sur cette vie. Quand vous avez quelqu'un qui vous accompagne, vous allez réussir. Quand vous avez quelqu'un qui vous aime, vous allez également réussir. Donc, je crois qu'il est parti. Tout ce que nous pourrons dire maintenant sur la personnalité, c'est qu'il a laissé une progéniture. Il a laissé les enfants, il a laissé son épouse. Tout ce que nous pourrons demander maintenant à Dieu, c'est d'éclairer effectivement ces enfants-là pour qu'ils puissent effectivement emprunter le chemin de leur papa. C'est-à-dire que aimer les autres comme leur papa aimait, être généreux comme leur papa également était généreux. La plupart de tout ce que nous pourrons dire cette terre maintenant, c'est de prier effectivement pour les enfants qui sont en vie, l'épouse également qui est là, ses amis également qui sont là. L'essentiel est que, comme la parole, je crois que c'est Timothée qui l'a dit, il a combattu le bon combat. Bon, ce que nous pourrons souhaiter maintenant pour Agboibo Kodjo, c'est qu'il se repose en paix et que la couronne lui soit réservée. D'accord. Uriel, c'est vrai que quand on écoute Jacques, on a compris aussi que Agboibo Kodjo, c'est ce personnage également qui a occupé alors de grands postes, de grands postes au Togo. Mais est-ce que avec ces grands postes qu'il a eu à obtenir alors au Togo, est-ce qu'il ne méritait quand même pas un hommage national? Parce que tu sais, les deux confrères qui viennent de s'exprimer connaissent mieux Agboibo Kodjo que moi. Didier le connaît mieux pour être fils de la préfecture. Jacques le connaît très bien par rapport à toute l'expérience de Jacques Diakouti. Il le maîtrise très bien. Et moi, je suis encore plus ou moins naïf de la personne, mais en tant que citoyen journaliste, je connais son parcours. Je connais son parcours. On souhaite qu'il repose en paix et que Dieu veille sur sa famille. Moi, je ne prierai pas comme Jacques vient de le faire, que les enfants empruntent le chemin de leur papa. Non, que Dieu les guide. Ils sauront emprunter quel chemin, pas nécessairement le chemin. C'est votre prière. C'est ma prière. Maintenant, le gars, il a travaillé par rapport à ce que Didier a dit. Il n'a pas fini Premier ministre, mais il a fini député. Je parle du chemin du travail, ce qu'il a fait cette terre. Quoi. Oui. Occuper les postes. Les postes, voilà. Oui. Dieu saura guider les enfants. Si ce qui est bon, Dieu les conduira dans cela. Donc, le monsieur, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Maintenant, est-ce qu'il ne fallait pas, pour revenir sur votre question, est-ce qu'il ne méritait pas des hommages? Est-ce que je peux dire oui ou non? Qui suis-je pour répondre à cette question? Je ne crois pas. Donc, à chacun d'analyser pour voir s'il méritait ou non. Et si oui, pourquoi il n'a pas eu de ces hommages? De toutes les façons, quoi qu'on dise, il a été un grand homme. Voilà, il a été un grand homme, Elie. Grand homme, avec un parcours élogieux. Alors, finalement, on pourra même d'ailleurs faire ou avoir un hommage national pour lui. Oui, ce que disait tout à l'heure Yel est bien réel. Nous ne pouvons pas. Vous savez, rendre un hommage national à un fils ou à un homme qui a occupé de pareils postes dans un pays dépend également, ne dépend pas de journalistes, ça dépend de ceux qui dirigent le pays et qui analysent à un certain moment la situation. Oui, justement, nous sommes en train d'analyser la situation, voir si, avec son parcours élogieux, est-ce qu'il ne devait pas normalement mériter vraiment un hommage national? Oui, mais est-ce que c'était le plus important
quand, par exemple, il n'a pas été chassé du Togo, il est parti de lui-même, il est mort à l'étranger. Le gouvernement, selon mes informations, a permis... Mais d'après lui, il ne se sentait plus en sécurité, c'est ça? Vous savez, tout à l'heure, quand tu lisais un peu l'hommage rendu par sa fille, Joël Kekeli Akodjo, oui, Agbéomé a été, à la fin de sa vie, un peu difficile à cerner, puisque l'homme politique qu'on connaissait avait une certaine modestie politique et une certaine tolérance politique. Donc la fin de sa vie politique ou la fin de sa vie a été difficile à cerner parce que il n'a jamais prôné la radicalité. Il a été toujours un homme qui véhiculait... Un homme de concession. Un homme de concession, un homme qui appelait à mutualiser les forces, qui était à un certain moment même vu par l'opposition togolaise comme un traître. Parce qu'il faisait des propositions qui rassemblaient, qui amenaient à promouvoir la paix, à promouvoir donc le vivre ensemble, à promouvoir des valeurs qui aideraient à mieux régler la situation ou les questions politiques au Togo. Et finalement, sa branche ou sa nouvelle option a été très radicale et on comprend que tout finit par s'éteindre. Il est parti. Sa famille l'a honoré, c'est le plus important que nous pourrions garder de lui. D'accord, c'est le plus important que nous pourrons garder de lui. Alors, oui, mais non, c'est normal, je crois. Tout est déjà fini. En termes d'Agbéomé, on dira Es Missa Easter, c'est ça ce que le prêtre dit souvent. Mais je crois que en termes de façon républicaine, on pourra toujours continuer à se poser cette question que tu poses. Pourquoi n'a-t-il pas eu droit à des hommages? Que disent les textes? Que disent la norme en termes de république togolaise? La république togolaise, la norme, c'est qu'on rende des hommages aux anciens premiers ministres et ou du moins que l'Assemblée nationale rende des hommages aux députés ou aux anciens présidents de l'Assemblée nationale qui meurent. Bon, maintenant, qu'est-ce qui a empêché de le faire pour celui-là qui remplit également ces conditions? Ça, je pense que c'est des considérations politiques et politiciennes. N'ayons pas peur de dire un certain nombre de choses pour peut-être le Togo de demain, pour le Togo que nous voulons demain, plus inclusif, plus développé, plus uni qu'avant. C'est juste des considérations politiciennes qui ont milité à cela. Parce que on a vu déjà que Agbéomé avait, ou d'autres ont eu le sort d'Agbéomé avant. On avait vu un peu M. Edem Kodjo, quand il était mort, comment est-ce que ces obsèques ont été organisées, et voilà, notamment également remarqué par l'absence d'hommage national dû à ces rangs naturellement. Par contre, on en a vu pour d'autres qui ont été également des opposants, qui ont occupé des postes et qui, dans la norme républicaine, devraient mériter ça. On en a vu. On en a vu les Daokou Péré, on en a vu à Gouibo, j'étais dans mon village natal à Couvé, lors de ces obsèques, j'ai vu une forte délégation gouvernementale, d'autorité et tout ça, j'ai vu beaucoup de choses. Bon, devant la mort, est-ce que c'est toujours conseillé de continuer à avoir des considérations politiciennes, je ne dirais même pas politiques, mais politiciennes? Voilà, c'est la question que nous voulons nous poser. Est-ce que ça peut continuer dans la République comme ça, qu'on continue d'avoir des considérations politiciennes, sachant que tout homme, quels que soient les rangs et les positions qu'on occupe aujourd'hui, demain, on se retrouvera dans des situations pareilles où on viendrait également à mourir. Et si on avait droit, à titre posthume, à des choses qu'on nous prive, est-ce que c'est républicain? Voilà la question que je pose. Oui, mais Jacques, est-ce que vraiment cette question ne mérite pas d'être posée? Et aujourd'hui, il faut surpasser, même d'ailleurs, et surmonter aussi un certain nombre alors de considérations politiciennes telles que l'a dit Didier. Non, je crois que le souhait pour notre pays lors de l'humanité, il faudrait qu'à un moment donné, quand même, nous puissions surpasser l'opposition devant un corps sans vie. C'est-à-dire qu'un cadavre n'est plus opposant. C'est-à-dire que quand un corps est là, il n'y a plus de vie,
on ne peut plus parler de ce corps-là que c'est un corps d'un opposant. C'est-à-dire, il n'y a plus de vie pour ce corps-là. Donc, nous sommes tenus à rendre hommage à ce corps, quel qu'en soit peut-être les péripéties qui ont eu entre peut-être ceux qui sont vivants et celui qui est mort. Vous comprenez? La personne est déjà partie. Quel qu'en soit alpha ou oméga, si les tests le disent, de rendre hommage à la personne, faisons-le. Il faut le faire. Cela ne coûte rien. C'est-à-dire que ce n'est pas l'hommage là que vous allez faire qui peut ressusciter la personne. Pas du tout. Mais on sait que peut-être c'est des rites qu'on accomplit, des rites qui sont prescrits peut-être dans la Constitution ou bien dans un règlement intérieur, on ne sait pas. Mais au Togo, faisons tout notre possible. Que devant, par exemple, un cadavre, qu'on dépose quand même les armes. D'accord. On ne peut plus tirer, par exemple, sur un corbillard. Vous comprenez? Donc, faisons tout. Je crois que ça va arriver. À un moment donné, ça arrivera dans notre pays. D'accord, nous l'espérons vivement que ça arrive. Alors, j'aimerais, avec quelques minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on aborde cette question de la sous-région. Je veux bien parler même d'ailleurs de ce sommet, ce premier sommet même d'ailleurs avec les pays de l'AES et l'Alliance alors des États alors du Sahel. Et ce premier sommet, il y a déjà Nouvelle Opinion qui titre alors sur le sommet. Premier sommet alors de l'AES, Burkina Faso, Mali et Niger tournent définitivement dos à la CEDEAO. On sait que la CEDEAO hier déjà était un sommet extraordinaire bien sûr, et il y a déjà la veille les États du Sahel qui se sont réunis également et ils ont en quelque sorte créé une confédération. Uriel, finalement, on dirait avec Nouvelle Opinion que c'est fini entre la CEDEAO et l'AES. C'est fini entre la CEDEAO et l'AES. Est-ce qu'en réalité, les trois putschistes, est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire par rapport à la souffrance de leur population? Ils ne regardent que le pouvoir. Ils ont pris en otage leur population. C'est ça, en réalité même, ce sont des alibis pour continuer, puisqu'ils ne savent pas, ils ne trouvent plus une voie de sortie. On ne peut plus retourner à l'étape des coups d'État. Aujourd'hui, ils sont confrontés à beaucoup de difficultés. Dire qu'ils ont créé leur communauté et choisir Goïta comme leur premier président pour un mandat d'1 an. Non, tout ça, ce sont des alibis qui continuent par pleuvoir. Au niveau du Mali, ce président de la transition, il fait déjà combien d'années? Plus de 4 ans. Ibrahim Traoré, ça dit que ces trois putschistes, pour résumer, ont pris les populations en otage. Et je ne suis pas sûr que c'est le départ de la CEDEAO qui résout le problème. Moi, j'aurais souhaité plutôt un retour. Il manque d'humilité, à mon avis. Lorsque j'ai suivi de près ce qui s'est fait depuis avant-hier jusqu'à ces jours, mais si les trois militaires manquent de l'humilité comme ça ne pourra même pas laisser la population qui va... Regarde, si la CEDEAO décide, effectivement, comme ils l'ont décidé hier, qu'il faut exiger le visa à tous citoyens de ces pays-là avant qu'ils n'atterrissent dans les pays de la CEDEAO. Mais ça serait un calvaire total. Un calvaire total. Moi, j'invite les trois putschistes-là à revoir leur population au nom de la liberté de ces populations, à revoir leurs décisions au nom de la liberté des populations pour qu'elles jouissent de ce dont elles ont besoin. Ce n'est pas les putschistes qui vont prendre les populations en otage. Ça n'existe nulle part. D'accord. Alors, Elie, c'est vrai qu'on a vu les populations sortir pour accueillir tout en liesse Ibrahim Traoré à Niamey et également Goïta à Niamey. Et ça a été vraiment tout en liesse, tout en joie, ces populations. Est-ce que ça veut dire que, tel que Uriel le dit, est-ce que la population a été vraiment prise en otage? En otage sur un certain nombre de choses, mais c'est difficile de faire voir certains aspects de cette sortie de l'AES, de la CEDEAO, de ces trois pays de la CEDEAO, parce que il y a un peu d'émotion dans la gestion de cette affaire, de cette alliance qu'ils ont créée.
vous savez, les relations entre les États doivent avoir de la mesure et doivent avoir de la pondération. On a l'impression que ça va vite et il pourrait manquer d'analyser certains aspects de leurs décisions. La décision par rapport par rapport au visa, par exemple, mais c'est un peu fou de vouloir demander de visa avant d'entrer dans sur leur territoire. C'est la CEDEAO qui a pris la décision. Qui a pris la décision. Si c'est la CEDEAO qui a pris la décision, et ça se comprend parce que, vous savez, le sommet, le 65e sommet qui a eu lieu à Abuja le dimanche, hier, a pris assez de temps. Pendant au moins 2 heures, les chefs d'État se sont allés à huis clos, discuter, rediscuter, discuter encore. Mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau de ces 3 pays, c'est que les États en Afrique, à partir de 1963, qui ont connu jusqu'à Jerry John Rawlings, qui ont connu ces coups d'État. Quand on compte ces pays, il n'y a que le Ghana avec Jerry John Rawlings qui a pu réussir. Maintenant, est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont la même humilité? Est-ce qu'ils peuvent tenir le discours de ces messieurs-là? C'est bien vrai, c'est un discours qui galvanise, mais est-ce qu'ils ont la mesure des choses pour pouvoir tenir? D'accord. Disais, finalement, la CEDEAO fait de son possible pour faire regagner les pays de l'AES dans son rang, c'est-à-dire à la maison, mais finalement, c'est les pays de l'AES qui s'éloignent encore davantage, et finalement, on voit tout simplement qu'ils créent une confédération. Non, mais est-ce que des deux côtés, quelqu'un fait des efforts vraiment de conciliation? De conciliation, je ne crois pas. Si la CEDEAO était vraiment dans une logique de conciliation, on ne prendrait pas la décision hier de dire j'impose des visas aux ressortissants des pays, ressortissants de ces 3 pays. Ce n'est pas une mesure de conciliation. Prendre cette mesure-là, la mettre en avant et puis dire derrière que bon, ok, on désigne 2 chefs d'État, le Togolais et le Sénégalais, pour continuer à faire des négociations pendant que vous compliquez déjà. Donc si ces pays-là disent ok, on accepte maintenant, on veut revenir dans la CEDEAO, on va commencer par renégocier cette affaire de visa aussi. Ça veut dire que chacun travaille à ce qu'il n'y ait pas de solution. Je pense que c'est ce que tout le monde fait. Et c'est la population qui est en otage. Oui, mais oui, c'est la population qui est en otage. Et je pense que dans cette situation, quand il y a des difficultés comme ça, je pense que c'est la CEDEAO qui devrait... C'est elle qui est déjà accusée par ces pays qui avaient des raisons pour l'accuser afin de partir. Et si elle donne encore d'autres raisons qui peuvent radicaliser autant pour moi la position de ces 3 pays qui partent, moi, ma foi, la CEDEAO ne joue pas véritablement franc jeu et peut continuer à être accusée. Donc, il faut véritablement que des deux côtés, il y ait vraiment des volontés de conciliation et de retour véritablement des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Sinon, quand on continue à prendre des mesures coercitives ou des mesures de répression contre ces pays, après on leur demande toujours de revenir. Je pense que ces mesures-là déjà contribuent à ces gens d'être radicalisés et de continuer à partir. D'accord. Je voudrais juste dire que sur la décision du visa, je ne sais pas si c'est formalisé dans les décisions sorties du sommet hier. Je ne sais pas. Non, personnellement, je ne pense pas. Oui. Je me pose encore des questions dessus. Ouais. Et je voudrais rappeler qu'il y a un chef d'État, selon ce que RFI a publié, qui a dit ceci: nous nous attendions à cela. Nous avons pris les précautions. Il y avait 2 options. Assumer, il y avait 2 options. Les faire revenir par la négociation, mais assumer à un départ. Donc, ils vont partir avec les conséquences. Donc, la CEDEAO n'exclut pas la négociation. Ce qu'un chef d'État l'a dit. Oui, c'est ce qu'un chef d'État a dit. D'accord. C'est quel chef d'État? Merci beaucoup, chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs et qui s'impatientent aussi à entrer en ligne, puisque c'est le moment alors de participer à ce débat avec nous. 22 21 33 114 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box. Niao, comment ça? Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Oh, c'est bien. Sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canal Box. Hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canal Box sont gratuites. Gratuite? Comment, ma? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canal Box. Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vive l'Internet illimité. The Voice Jama. À l'occasion des EVALA 2024, la SNB initie un grand concours de chant baptisé The Voice Jama qui aura lieu au village Jama sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara du 13 au 21 juillet 2024. Pour participer, envoyez votre nom et photo pour le casting au 90 32 88 69 ou au 97 19 04 66 avant le vendredi 12 juillet 2024. Attention, le gagnant aura une enveloppe d'un demi-million de francs CFA, la production d'une chanson et d'autres cadeaux encore. Avec Jama, on est ensemble. Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costumes 2 ou 3 pièces. Saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. À haut de gamme de Canal Boutique, vous trouverez des parfums de grande qualité. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lodato. Contact 90 77 97 07. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir et participer à ce débat d'aujourd'hui. Premier auditeur que nous insérons. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, comment vous allez? Bien et vous? Ça va, votre nom? Patrick. Patrick, allez-y. Tout d'abord, j'aimerais quand même présenter mes condoléances à la famille de Saint-Péomé, que la terre lui soit légère. Alors, pour revenir dans l'émission proprement dit, je pense que j'ai suivi avec attention le débat. C'est bien beau. Nous tous, nous ne sommes pas d'accord pour un coup d'État dans un pays ou dans une nation. On sait que le coup d'État ne résout pas de problème. Certes, vous savez, ce qui s'est passé au Burkina, au Niger, au Mali, c'est vrai que les militaires, c'est des gens qui ne parlent pas. Mais mes chers amis les journalistes, si on vous explique ce qui s'est passé au Burkina et Traoré a fait le coup d'État là, je pense que les réactions ne seront pas les mêmes. Si on vous dit à la veille du coup d'État contre Bazoum, ce qui s'est passé, que le général Tiani a pris son destin en main et a fait ce coup d'État, on
expliquer ou bien sûr vous montrer ce qui allait se passer, vous n'allez pas croire la manière dont on tuait les militaires au front et des gens n'arrivent pas à donner l'ordre à ce que l'armée fasse son travail. C'est bien bon, vous faites des débats critiques, c'est bien. La CEDEAO en question dont vous parlez, je pense que ce n'est pas le moment de s'appuyer sur ce président Koukis-là, non. Le moment est venu. Moi, j'attendais plutôt la CEDEAO sur 3 points. Le premier, que tous les pays qui ont encore en charge le CFA qu'on trouve une solution. Parce que le CFA, le taux d'échange n'est plus le même dans ce pays. Le monde évolue. Nous ne sommes plus à l'étape du CFA 1. De 2, mais la CEDEAO peut nous dire maintenant qu'à compter de cette date, que les élections seront transparentes dans chaque pays, qu'elle-même, elle décide d'envoyer des comment on les appelle, les superviseurs dans chaque pays où il y aura un scrutin présidentiel pour surveiller, pour que la transparence est dans ce pays. Et pour finir, rapidement. Le troisième point, nous attendons plutôt la CEDEAO nous dire la limitation des mandats pour éviter ces genres de problèmes. Maintenant, la CEDEAO vient nous présenter qu'à partir de maintenant, ces pays auront le visa pour... Mais ils punissent qui? Ce n'est pas la population, c'est les poutistes. Les poutistes, ils auront leur bien. C'est la population qui n'a rien. D'accord. Je suis désolé. D'accord. Merci beaucoup, Patrick. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce lundi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Armand. C'est Armand, oui. Oui, allez-y. Oui, dans un premier temps, j'aimerais revenir un peu sur les tracasseries policières sur les routes. Ce qu'il faut dire à nos citoyens, c'est que il faut maintenant que les citoyens prennent l'habitude de dénoncer. Dans un premier temps, il faut se mettre en règle. Faire tout pour maîtriser le code de la route, être à jour avec toutes les pièces nécessaires. Et maintenant, si un agent veut abuser de tout ceci, dénoncez-le. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Si on revient un peu ce qui se passe entre la CEDEAO et les pays du Sahel, c'est que les uns et les autres doivent essayer de comprendre ces pays. Bon, moi, j'ai eu un peu l'occasion de suivre certains documents concernant surtout le Burkina Faso, qui sont confrontés à un problème sécuritaire majeur. Et quand on voit un peu ces 3 pays, ils ont le même dénominateur commun. C'est l'insécurité. Ce n'est pas, il faut laisser les problèmes de gouvernance. C'est l'insécurité d'abord. Ces pays ont été envahis par des hordes de djihadistes. Maintenant, bon, pour ceux qui ont amené ces djihadistes, ça c'est un autre débat. Mais il va falloir que, d'une manière ou d'une autre, les militaires prennent leurs responsabilités. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, pour le reste, je pense qu'ils ont établi un plan dans le temps, plus ou moins, bon, progressivement, je pense qu'ils vont revenir, dès qu'ils vont trouver des solutions pérennes et durables concernant la sécurité, ils reviendront sur les autres aspects. D'accord. Merci beaucoup, Armand, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 115. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, Basile. Comment vous allez? Comment vous allez? Ça va. Et chez vous? Non. D'accord. Allez-y. Salut tout le monde. Bon, nous, il y a beaucoup de sujets dont vous avez discuté là-bas. Il y a quelqu'un qui dit que les militaires là ont pris le pays en otage. Et nous, autres opposition, on est plus en otage plus que les 3 militaires là. Ils n'ont qu'à le savoir. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre. Bon, comment est-ce que nous, cachés pour nous, on s'en va, on parle des foot? C'est ce que les militaires là qui sont arrivés là-bas, ils vont remplacer des gens. Ce que les gens là, tous ceux-là ont remplacé, ce qu'ils faisaient, c'est ça qui se fait chez nous ici. Mais le Togolais, c'est un homme de paix. L'opposition, je vous ai déjà dit ça une fois ici, c'est l'opposition qui fait la paix chez nous ici au Togo. Ce que nous on subit, c'est les citoyens. Moi, je ne dis pas que quelqu'un n'a qu'à prendre quoi que ça. Non, c'est pas du tout. Mais c'est ça que les militaires là ont fait.
Ce que nous on subit, on continue pas de subir. C'est ça que les gens là, ils ne veulent pas. On doit se comprendre, franchement. Ce n'est pas comme ça qu'on doit venir sur les zones de partout, on a la parole, on doit dire ceci ou cela, ce n'est pas bien. D'accord. Pour rendre hommage à Dodo ou pas, moi je suis même pour qu'on ne lui rende pas hommage parce que ceux qui nous gouvernent sont sur une logique donnée, c'est sur la défensive. Parce qu'ils font tout contre la population. Moi, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Basile. 22 21 33 114. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, tout le plateau. Amen, bonjour. Bon, vous savez, en ce qui concerne le Premier ministre, président de l'Assemblée agronomique, et à son âme, vous êtes nos enfants, même Jacques Jacobi, là, monsieur Jacques Jacobi. Dans la vie, sachez choisir. Quand vous avez choisi, faites attention. On reconnaît un homme par sa place. Quelle est sa place? Et quand vous les mineurs vous dites, on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est ça. C'est à son âme. C'est tout ce que nous pouvons demander. Deuxièmement, les Burkina, Mali, Niger, ils vont revenir, ils ne vont pas revenir. C'est un appel que je fais à la CEDEAO. Ces trois pays saheliens sont dans des problèmes de djihadistes. La CEDEAO n'a pas tout faire. Ils sont ou bien ils sont partis pour radier tous les djihadistes. Et ces jeunes-là verront si la CEDEAO a fait pour eux ou non. Ils vont revenir ou non pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse et réagissez sur des sujets débattus ici au Club de la Presse de ce lundi. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom c'est? C'est Niamavo. Monsieur Niamavo. Oui. Allez-y. La CEDEAO, je crois, Diomaye Faye a touché un certain nombre de points. Il n'a pas souhaité que les pays sahéliens là quittent la CEDEAO. Il a ajouté que la CEDEAO fasse un effort pour que l'Assemblée nationale ne tripatule pas les élections pour faire perdurer les mêmes personnes au pouvoir. Je crois savoir que tous on les a écoutés sur ce plan. C'est bon. Vous voyez, les États-Unis, Barack Obama pouvait rester longtemps, il faudrait venir avant Barack Obama. Mais comme chez eux, tu fais 2 mandats, tu pars, ils laissent les autres pour avoir la chance de venir au pouvoir. Et ce pays-là évolue. Et ce que nous voulons voir, Agboué fait à son âme, il a semé l'espoir dans les Togolais. Il ne faut pas que les Togolais désarment. Il y aura l'alternance au Togo. Concernant les fois de l'or, j'avais dit une fois ici que les routes sont prises comme des statuts particuliers de militaires. Excusez-moi, parce que c'est la pauvreté qu'il y a. Ça ne dépend pas d'eux, hein. C'est la politique. Vous allez voir un passager qui veut aller à Kara, on dit le tarif c'est 7 000, tu supplies au chauffeur, pardon, j'ai 5 000, le chauffeur, bon, je prends. Mais arrivé au bouchon, il sait que si le militaire ne veut pas compter la passager, il ne sait pas rien. Il va sortir les 1000 francs. Et voilà, c'est comme ça, c'est la pauvreté, c'est la politique. Merci. Merci beaucoup, monsieur Niamavo. 22 21 33 114 91 36 63 75. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô? Oui, bizarrement, c'est moi le dernier. Bon, je veux dire, quand on ne peut pas... C'est Basile? Oui, c'est Basile. Ah, d'accord. Quand on ne peut pas changer une constitution par les 4/5e et on l'a changé, c'est coup d'État ou bien c'est pas coup d'État. Celui qui parle des 3 pays de l'AES, je veux qu'il me réponde. D'accord, merci Basile. Je pense que Basile c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission alors de ce lundi. Alors nous revenons en plateau, chers confrères, pour faire un dernier tour de table. Et Elie, vous avez écouté les uns les autres et vous voulez bien réagir. Oui, je voudrais réagir par rapport
aux décisions de la CEDEAO. Vous savez, le communiqué final sorti de ce 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO n'a rien dit par rapport au visa, mais plutôt a insisté sur la médiation, insisté sur la négociation. Vous pouvez lire par exemple, dit, en ce qui concerne la situation avec l'Alliance des États du Sahel, la conférence exprime sa déception face au manque de progrès dans les interactions avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et instruit le président de la commission de faciliter une approche plus vigoureuse conformément aux décisions du sommet extraordinaire du 24 février 2024. En outre, la conférence demande à la commission d'élaborer un plan d'urgence prospectif à son intention pour faire, et la conférence a désigné également Bassirou du Sénégal et notre chef d'État Faisal Gnassingbé pour donc continuer la négociation. Donc, la CEDEAO se montre favorable quand même. D'accord, ok. Uriel? Donc c'est les trois poutistes qui tiennent sur leur position, qui reviennent très vite. Pourquoi tu continues de les appeler les poutistes? C'est les poutistes. Il n'y a pas une autre expression. Didier, n'est-ce pas ça? Est-ce qu'il y a une autre expression pour les désigner? C'est du putsch. Ils sont des poutistes. C'est interdit. Ça ne répond à aucune loi. Donc ils n'ont qu'à revenir. Ils libéreront rapidement leur population. Maintenant, par rapport au tour de table, j'avoue que je n'ai pas à intervenir sur les propos des auditeurs, mais si tu permets, il y a quelque chose qui m'a inquiété ce matin, c'est le fait que j'apprenne que l'érosion au niveau du Bénin avance de 10 mètres par an. J'ai attrapé ma tête. Au niveau de la côte. Au niveau de la côte, 10 mètres chaque année. Ça veut dire qu'en 10 ans, mais à cette allure, bon, on fait comment? Si c'est à Lomé, c'est notre maire qui avance comme ça au niveau de Lomé. Ça veut dire que si tu as une maison à Nikonakwe, encore 20 ans, ça veut dire que tu seras obligé d'aller derrière Thévier pour acheter quelque chose là-bas et construire. Mais il faut vraiment trouver une solution. C'est important. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Jacques? Non, je crois que, parlant de l'AES, c'est vrai que quand vous prenez la situation sécuritaire dans ces trois pays, bon, hormis le Niger, on peut dire que le Burkina Faso et le Mali, on sait que si ces militaires-là n'étaient pas venus quand même au pouvoir, nous avons vu ce qui se passait entre-temps. Moi, je crois que ils ont créé l'alliance, l'AES, mais laissons-leur faire leur temps. Si ça ne va pas, mais ils vont revenir. C'est ça, c'est ça. Donc, mais dire aujourd'hui que non, bon, ils ne vont pas réussir, on ne sait jamais. On n'a pas construit Rome en un jour, hein. Ça peut prendre du temps. Peut-être ceux qui ont commencé même, peut-être on va liquider même certains, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, le fait déjà d'avancer pour créer cette ALS-là, laissons-les, on verra la suite. On verra la suite. Didier? Oui, moi je pense fondamentalement qu'il faut que nous, Africains, sachions raison garder et ne soyons toujours pas dans la logique des générations anciennes où on est beaucoup plus enclin à livrer l'autre plutôt que de l'aider ou de l'encourager à faire quelque chose de bien. Qu'on parle de putschiste, comme mon ami Uriel aime tant ce mot que il disait doubler une radio, mais bon voilà, c'est les gens là qui utilisent souvent ces mots. Mais je pense que nous ne devons pas porter le narratif des Occidentaux quand nous avons à juger de la situation qui se passe dans le pays de l'AES. Je pense que l'erreur que nous faisons, c'est généralement ça. Nous écoutons leur radio, leur chaîne et tout, et quand on nous donne la parole de nous prononcer sur la situation qui se passe là, on a généralement tendance à reproduire ce narratif-là sur ce qui se passe. Mais avant l'arrivée, avant ce que tu appelles putsch dans ces pays, mais on nous disait là, sur ces radios-là que le Burkina Faso a perdu 40% de son territoire. Que bientôt là, que les putschistes, les terroristes vont arriver sur les États côtiers. Mais depuis que les militaires sont arrivés, vous avez encore entendu du pourcentage chez les gens là. Ils n'arrivent plus à donner de pourcentage parce qu'entre-temps, la tendance a changé et qu'il y ait du progrès. Qu'il y ait encore des attentats et tout ça, ça va de soi parce que même dans des pays plus calmes, en Côte d'Ivoire, même chez nous au Togo ici, il y a toujours des attentats, des attaques terroristes ici et là au Bénin où on dit que tout va bien. Donc je pense fondamentalement qu'il ne faut quand même pas que nous jetons le bébé et l'eau du bain. Donc il faut que dans les négociations et dans les discussions, c'est vrai que
Nos amis militaires sont allés très loin en créant une confédération. Mais moi, je pense fondamentalement, je dis, on peut faire les négociations de façon à ce que, comme on a le Conseil de l'entente dans la CEDEAO, comme on a l'UEMOA dans la CEDEAO, on peut les laisser faire. Ils avaient déjà le G5 Sahel ou quelque chose comme ça. Ils étaient dans la CEDEAO à l'époque. On peut leur demander peut-être de changer quelques lignes dans les statuts de façon à ce qu'ils ont leur AES, mais de continuer à être membre de la CEDEAO. Je ne sais pas. On peut trouver quand même les formules parce que la CEDEAO fait partie de l'Union africaine. Ça n'a rien changé en Afrique. D'accord. Didier, je reste avec toi pour la note de fin d'émission. Non, je n'ai pas de note, mais je vais dire courage à nos amis du bac qui attendent impatiemment les résultats. Il paraît que c'est dans la semaine prochaine. Donc, beaucoup de courage à eux. D'accord. Et Elie, note de fin d'émission? Pas de note, mais je voudrais dire donc beaucoup de courage au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, notamment à la direction du service routier, de continuer à se battre pour que nous puissions avoir nos routes nos routes qui ne soient pas des lieux de raquetage. D'accord. Iriel, note de fin d'émission, toujours des notes objectives. Oui, une note objective, je donne 3 sur 10 à tous ceux-là. Oui, bien sûr. J'accorde 3 sur 10 à tous ceux qui aspirent prendre le pouvoir par la force et qu'après ils prennent les populations en otage. Je leur accorde... Non, je n'ai pas dit. Pour être plus précis. Donc j'accorde 3 sur 10. D'accord, merci. Jacques, votre note de fin d'émission? Non, je n'ai pas de note, mais inviter le ministère du Commerce. Je crois qu'ils avaient une cellule entre-temps du contrôle des prix au niveau des marchés. Reconnaître que ça ne va pas. Les prix ne font qu'encore flamber sur le marché. Inviter le ministère du Commerce, je crois que c'est Madame Kaï Mivedor, épouse Sambiani, qui est là-bas. Il faudrait que Madame, vous êtes une dame, descendez sur le terrain, contrôlez encore les prix, parce que vraiment c'est compliqué, c'est difficile pour les compatriotes. D'accord, Jacques, merci d'être passé dans cette émission. Disais, merci à toi, Uriel, merci. Elie, merci à vous d'être passé alors dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous chaque lundi pour animer cette émission. Merci à nos auditeurs aussi, ceux qui ont participé à cette émission. Merci à vous. Merci à Michel Tobiga qui a assuré la mise en onde. Gérald Akouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve déjà demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Portez-vous bien. Au revoir.